Bonsoir et bienvenue au sein de cette émission politique. Ce soir, je reçois André Atala, qui est le maire de la ville de Basse-Terre. Avec lui, bien sûr, ça sera une séquence sur les vœux. Et puis, nous ferons un petit tour de la ville de Basse-Terre et puis quelques questions d'actualité. André Atala, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Boissé, bonsoir aux auditeurs de Canal 10, bonsoir à Basse-Terre et singulièrement également bonsoir à la Guadeloupe. Voilà, André Atala, vous avez donc la possibilité d'adresser vos vœux. Je sais que vous l'avez déjà fait, mais vous avez la possibilité d'adresser vos vœux à votre population. Et peut-être un message particulier en ce début d'année 2023. Alors, bien sûr, les vœux de santé, le soignant que je suis en sait quelque chose. S'il n'y a pas la santé, même si on a de beaux projets derrière, ça ne suit pas. Donc avant tout, tous ceux qui nous écoutent, je leur souhaite mes meilleurs vœux de santé à eux et à leur famille. Je crois que c'est le plus important, de la réussite dans leurs projets et une Guadeloupe un peu plus solidaire. On a su le démontrer, solidaire nous savons l'être. Un exemple douloureux qui nous a frappé en fin d'année, c'est Fiona. Et dès le lendemain, le soir même, la Guadeloupe a montré toute sa solidarité envers les sinistrés, les gens qui se sont retrouvés en extrême difficulté. Donc nous savons être solidaires lorsqu'il y a une situation de crise, un malheur qui nous frappe. Pour 2023, soyons-le sur toute l'année, parce que nous sommes un peuple qui savons être solidaires quand il faut. Alors vous avez quand même dit un peu plus solidaire. Qu'est-ce qui manque alors? Pour vous, qu'est-ce qui manque à cette solidarité? Il faut qu'on soit plus, comment dirais-je, en lionnage lorsqu'on défend des projets. On a parfois l'impression qu'il y a telle catégorie qui vont... Je prends l'exemple de l'hôpital. Moi, je souhaite, nous avons des projets au niveau de la Fédé très importants, que l'ensemble des parties prenantes soient présents pour élaborer pour 2023 ce que je souhaiterais, c'est le Ségur Santé. L'hôpital, on en a besoin, la santé, c'est fondamental. Le système de santé, il est fragile. Et si on s'y met tous ensemble, on peut sortir quelque chose de fort, faire de vraies propositions pertinentes qui seront, j'en suis persuadé, bien perçues en haut lieu. Et donc des souhaits, c'est par exemple autour de la santé, d'avoir cette solidarité. Il faut que tous se sentent concernés déjà. Tout à fait, il ne faut pas qu'on ait les syndicats d'un côté, la direction de l'autre, l'ARS de l'autre, les médecins, les politiques. Ensemble, on peut arriver à ces projets, et puis il y en a d'autres. Et pour Basse-Terre, là aussi, continuer le travail que nous avons fait. Nous avons bien travaillé en 2022, et surtout nous avons semé. Et c'est en 2023 qu'on va percevoir des résultats pour Basse-Terre. Ça sera une belle année pour Basse-Terre, j'en suis intimement persuadé. Voilà, donc nous sommes en période carnavalesque. Est-ce que, malgré les difficultés rencontrées, vous avez parlé de Fiona, etc., il y aura un carnaval à Basse-Terre? Alors, le carnaval a déjà commencé. Il y avait eu l'ouverture du carnaval dimanche qui a eu un gros succès. Il y a eu vendredi soir des défilés de deux grands groupes mythiques à Basse-Terre avec un gros succès. Le carnaval à Basse-Terre, c'est pratiquement pendant 2 mois, on a régulièrement des manifestations, des défilés. Alors bien sûr, le Sauvum, ça sera le mardi gras, ça sera le mercredi. Donc il ne s'agit pas d'y toucher de toute façon. Ah non, alors cette année, ça va être un vrai carnaval. Enfin, je m'explique. L'année dernière, nous avons quand même tenu à faire ce carnaval, mais à cause des restrictions liées à la pandémie, nous étions obligés, par exemple, il n'y a pas eu de concours. Il n'y a pas eu de podium, de jury, il n'y a pas eu de prix. Cette année, ça sera un vrai carnaval. C'est-à-dire que on va retrouver le carnaval d'antan. Et je peux vous dire que les groupes se sont vraiment bien préparés. Les premiers défilés que nous avons vus ont eu un succès énorme. La population s'est énormément déplacée. J'étais très surpris. Déjà, le jour où on a ouvert le carnaval avec l'Urbec, il y avait énormément de monde. Et puis également, les 2 défilés de vendredi, ça a été aussi un très gros succès. La population se déplace. Et il y a toute une organisation derrière. On ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière en termes d'organisation. Et là, je salue le travail qui a déjà commencé à être fait par les services de la ville, services techniques, la police, la sécurité. Et surtout,
ce travail que nous faisons en commun avec les différentes fédérations, avec l'URBEC, avec... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des retombées économiques conséquentes, justement, pendant la période du carnaval? Puisqu'on parle de morosité, on parle de difficultés, alors est-ce que les commerçants se retrouvent à travers tout cela? Alors, l'objectif déjà du carnaval, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture. Il faut aussi voir les groupes de carnaval comme... non pas des groupes que l'on voit juste au moment de février où il y a un défilé réussi, mais il faut voir tout le travail qui est en amont. Le rôle de ces associations, on va dire ça comme ça, de carnaval, de ces groupes, c'est un rôle social de cohésion que jouent ces groupes qui est très important. Vous avez beaucoup de jeunes, de moins jeunes qui se retrouvent autour de leur groupe, autour de ces associations de carnaval, qui font un travail de cohésion sociale qui est très important, tout comme, je dirais, le tissu associatif. Donc il faut déjà percevoir ces groupes de carnaval comme étant fondamental en termes de cohésion sociale toute l'année. Et bien sûr, le moment phare, c'est au moment où il y a ce carnaval. Il y a beaucoup de touristes qui viennent et il y a bien sûr des retombées. Ça, on peut le mesurer, on peut palper. Alors, il y a une évaluation qui est en cours. C'est toujours un peu difficile de pouvoir l'évaluer vraiment. Mais on voit très bien qu'il y a une dynamique qui est créée. Il y a beaucoup plus de monde qui est sur place. Il faut venir toute la journée. Et bien sûr, il y a beaucoup de petits commerces qui se mettent en place, les marchands ambulants. C'est un moment pour eux important financièrement aussi, sur le plan économique, de s'améliorer. Oui, alors il y a l'aspect économique, il y a tout un travail de recherche qui est fait derrière. Et puis derrière, la fabrication des costumes, c'est aussi du développement économique, tout ce travail qui est fait. Donc c'est à la fois la culture... C'est du dynamisme pour la ville de Basse-Terre. Ah, tout à fait. Alors, là, lorsqu'on parle de ville-centre, entre autres pour le carnaval, on le voit bien. On va avoir bientôt le défilé des écoles. Ce sont toutes les écoles du Sud-Basse-Terre qui défilent à Basse-Terre. Lorsque vous avez le lundi gras, lorsque vous avez le mardi gras, lorsque vous avez le mercredi des cendres, c'est l'ensemble de groupes qui viennent de partout, qui viennent défiler à Basse-Terre. Et donc la ville de Basse-Terre, en partenariat avec les villes autour, doit assurer tout le quadrillage, fondamental, le nettoyage. Lorsque vous avez un groupe qui est passé un lundi et que le lendemain, les commerces sont ouverts, le lendemain, il y a un nouveau défilé. Après le lundi, on aura un défilé pendant la période du carnaval lui-même. Le dimanche soir, il y aura un défilé le lundi, le mardi. Et donc, en pleine nuit, il faut que les services de nettoyage interviennent pour pouvoir faire en sorte que la ville soit propre. Je vous donne un budget, je vous dis le budget qu'on met, nous, pour nettoyer la ville, pour la rendre propre. C'est un moment important sur le plan de la culture de Basse-Terre. Il nous faut mettre le paquet pour faire en sorte que Basse-Terre soit accueillant, Basse-Terre soit propre, parce que c'est pas que la ville de Basse-Terre qui développe ce carnaval, c'est l'ensemble du Sud-Basse-Terre et même de la Guadeloupe au moment du moment phare qui est celui du Mardi Gras. Voilà donc, et puis rapidement, avant d'arriver à cette année 2022, ce retour sur l'année 2022, vous êtes médecin, vous avez entendu parler de ce problème chlordécone, en termes de responsabilité, en termes de réparation. On a vu un petit peu tout ce qu'il y a autour. Est-ce que vous, en tant que médecin, mais aussi en tant qu'élu, vous dites qu'il faut absolument que la responsabilité soit véritablement prouvée et qu'il y ait réparation et comment réparer? Alors, je crois qu'il est important de faire de la pédagogie sur ce dossier douloureux. Je dirais très douloureux. Tout à fait. Alors, il y a l'aspect juridique et puis il y a la réalité de ce qui s'est passé. Le président de la République, en 2018, a été le premier à reconnaître la responsabilité de l'État, ça a été dit. Et même lorsque les deux juges, le 2 janvier, se sont prononcés en disant non-lieu, quand on prend le temps de lire ce qui a été dit, ils disent que ils ont certes reconnu un scandale sanitaire. Donc il y a l'aspect, je dirais, juridique qui fait qu'ils ont prononcé un non-lieu. Alors, que la population comprenne ce qui s'est passé, il y a une possibilité de faire un recours. Le non-lieu, ça veut dire que pour les deux juges du pôle sanitaire de Paris, il y a eu des erreurs, il y a une culpabilité, mais vu que ça s'est passé il y a très longtemps, vu qu'au moment où ça s'est passé, les décideurs ne savaient pas que... Bref, ils ont décidé de dire qu'il y a un non-lieu. Mais ça ne veut pas dire
qu'on ne peut pas faire un recours. Et il y a un recours, vous avez 10 jours pour faire ce recours. Et la partie civile, avec les avocats, heureusement, dans les 10 jours, on fait ce recours. Donc, j'ai envie de dire que le combat continue, parce que dans l'esprit de la population, lorsqu'on discute avec eux, ils ont l'impression qu'un non-lieu, l'affaire s'arrête. Sauf si on fait le recours. Et le recours a eu lieu. D'ailleurs, mercredi, l'association des maires se réunit. Tous les maires, nous serons présents. Et bien sûr, je pense les maires du bassin, comme on dit, du croissant bananier, on sera présents, puisque c'est vrai que c'est une grande partie du sud Basse-Terre, hein, le fameux croissant bananier qui est touché par cette problématique, entre autres. Nous serons présents aussi pour pouvoir prendre une position. Toute la Guadeloupe est touchée par ce problème. Toute la Guadeloupe est touchée, c'est vrai. Alors c'était plus les zones où il y avait des bananes, la bananerie, puisque c'était un produit qui était utilisé pour lutter contre un produit qui touchait la banane. Mercredi, nous allons nous réunir aussi, les maires, tout comme l'ont fait les autres collectivités, pour prendre une position ferme concernant, je dirais, ce dossier. Donc, pour me résumer, il y a eu un non-lieu, mais le combat continue parce qu'il y a un recours qui a été porté par la partie civile, c'est-à-dire l'association des personnes qui ont porté plainte initialement contre ce projet. Est-ce qu'on peut dire honnêtement, aujourd'hui, tous contaminés? Alors, il y a des études qui ont été faites. Je refais une petite lecture de la bibliographie, un peu de tout ce qui a été fait, les études. Alors, il y a des zones qui sont plus touchées que d'autres. Et il y a maintenant de plus en plus de personnes qui ont un dosage qui est fait, un dosage sanguin. D'ailleurs, le dosage est pris en charge notamment pour les personnes à risque qui travaillaient sur les bananeries. Il y a aussi le plan, il faut le dire aussi, il y a le 4e plan chlordécone de 90 millions. Il ne faut pas le négliger parce que là, le combat juridique va prendre du temps. Mais au moment où on parle, il y a des gens je pense à des pêcheurs qui se retrouvent dans le secteur qui est contaminé, qui se retrouvent en difficulté économique. Je pense à des gens qui ont travaillé dans la bananerie pour lequel il y a une prise de sang qui est faite. Si le taux de chlordémie est élevé, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut travailler en 2 temps. Ce plan chlordécone, moi je fais partie du comité de pilotage du plan chlordécone qui se réunit lundi. J'y serai en tant que médecin et je représente l'association des maires dans ce comité de pilotage. Donc c'est sur le court terme. Il y a de la recherche, il y a sur le développement économique, il y a toute l'information qui doit être faite à la population et il y a le combat qui, sur le plan juridique, continue puisqu'il y a eu encore une fois un appel malgré ce non-lieu regrettable qui a été prononcé. Alors, lorsqu'on écoute les propos de M. Carenco, ministre délégué aux Outre-mer, qui dit que, c'était en Martinique, qui dit qu'il faut accélérer le dépistage, notamment des salariés de la banane, ça c'était en Martinique. Lorsqu'on voit aussi ce qu'il dit, on se rend compte qu'il y a quand même un décalage entre ce que la justice dit et ce que le gouvernement dit. Alors, est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est vrai que la justice, comme on dit, une justice, elle a pris sa décision, mais le gouvernement lui-même, le politique lui-même, même en haut lieu, comme il l'a dit, l'État l'a reconnu, cette responsabilité. Et je vous ai dit, lorsque les juges se prononcent, ils reconnaissent qu'il y a eu un scandale sanitaire. Mais pour des raisons juridiques, ils prononcent un non-lieu sur lequel il faut faire le retour, il faut continuer ce combat juridique. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est avant tout un problème financier? Non, puisqu'il y a des plans qui sont mis en place, le 4e plan, il y a 90 millions qui est mis en place, c'est pas négligeable. Pour celui qui actuellement vit cette situation, celui qui se retrouve, je l'ai dit, le pêcheur qui se retrouve sans pouvoir bosser parce qu'il est dans une zone contaminée, il faut pouvoir lui amener une solution immédiate. Et continuer sur le moyen terme, parce que vous avez dit que ça prend du temps, on l'a vu, continuer le combat sur le plan juridique, puisque le recours a eu lieu, il fallait le faire avant 10 jours, ça a eu lieu et on continue et les différentes collectivités vont se prononcer. Nous, l'association des maires, ça sera mercredi. D'accord. Maintenant, une dernière question qui mobilise en ce début d'année, la question institutionnelle, la question de l'autonomie. Alors tout ça revient. Qu'en pensez-vous? Et est-ce que pour vous, en tant que maire, c'est une priorité aujourd'hui? Alors, on se rend compte qu'il y a des difficultés actuellement. Le pays ne va pas bien, donc probablement que positionner un peu plus de responsabilité locale permettrait de mieux coller à la réalité. Après, il faut surtout savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, je considère qu'une collectivité unique, une assemblée unique,
c'est un vecteur, c'est une manière de mettre en place ces actions. Mais il est très important de pouvoir savoir où on veut aller. Est-ce que cette collectivité unique va mieux résoudre le problème de l'eau, le problème de l'assainissement, le problème de la santé? Je demande à voir. Vous n'êtes pas convaincu? Alors, je pense qu'il faut qu'on change le système ne va pas. Il faut évoluer vers quelque chose, mais il faut aussi surtout faire de la pédagogie. Vous avez les élus qui ont l'air d'être bien décidés pour cette évolution, mais il faut faire de la pédagogie au niveau de la population, puisqu'il y aura ce qu'on appelle une concertation institutionnelle. Il faudra concerter la population. Donc il faudra faire ce travail de préparation au niveau de la population. Un référendum institutionnel s'appelle. Et puis, il faut déjà savoir, parce que moi j'ai été conseiller régional, vice-président de la commission ad hoc gouvernance et institutions. Je connais bien ce dossier. Au moment où on parle actuellement, avant d'attendre qu'une évolution institutionnelle se mette en place, puisqu'il y a un certain délai pour ça, il faut savoir que demain, sans concerter la population, on peut réunir le congrès, conseil régional, conseil départemental, et décider de dire la culture, on la confie à une seule collectivité. Et quand vous avez un dossier à demander sur le plan de la culture, au lieu d'aller voir le conseil départemental, le conseil régional, la DAC, vous avez un seul organisme qui répond au guichet unique. On peut très bien décider de dire le sport, on le confie à la région. Et donc les financements et le personnel qui est au niveau du département, vous le mettez sur un seul site qui est... Donc il y a actuellement des prérogatives qui sont à la fois du conseil régional, du conseil départemental. Mais dans le cadre de cette gouvernance concertée dont parlent les deux présidents de collectivités, est-ce que ce n'est pas cette dynamique et est-ce que ça ne suffit pas? Alors, on peut la faire tout de suite. Le problème, c'est qu'on a toujours, au niveau du département, une commission qui s'occupe et un directeur qui s'occupe de la culture. Il y en a un aussi au niveau de la région. Pareil au niveau du sport. Donc, on peut pouvoir, au niveau des écoles, vous avez une collectivité qui s'occupe des collèges, à côté, une autre collectivité qui s'occupe des lycées. Parfois, sur un même site, à Capesterre, vous avez un collège, vous avez un lycée, vous avez une cuisine qui est commune. Ça marche bien pour Route de Guadeloupe. Route de Guadeloupe, ça marche pas trop mal. C'est donc une espèce de fusion, de mutualisation qui fait qu'on n'a pas attendu une évolution institutionnelle pour mettre en place Route de Guadeloupe. Pourquoi ce qui marche pour Route de Guadeloupe ne marcherait pas pour d'autres spécialités, donc pour vous... culture, sport? On peut le faire tout de suite, tout en préparant et en faisant un travail sur une évolution institutionnelle et en associant la population. Voilà, nous aurons l'occasion d'en discuter en profondeur une prochaine fois. Alors, rapidement, est-ce qu'on peut dire que l'année 2022, pour vous, a été une bonne année? Alors, Basse-Terre, nous avons bien travaillé pour Basse-Terre. Vous savez d'où on part. On ne va pas toujours revenir sur le passé, mais il faut aussi passer l'info, il faut que les gens le sachent. Nous sommes arrivés en 2020 avec une ville qui avait 10 millions de dettes et 4 200 000 euros de déficit de fonctionnement. Nous sommes passés en moins de 2 ans à moins de 2 millions de dettes. C'est important de ne pas avoir trop de dettes. Pourquoi? Parce qu'après, vous avez la confiance des partenaires. Les entreprises qui sont autour, qui ont pu être payées pour le travail réalisé, c'est important pour le développement économique de Basse-Terre. Ça, c'est l'aspect financier. Malgré le fait que nous avions dit que pendant 2-3 ans, nous allions redresser la ville financièrement, nous avons quand même fait des actions. Nous avons la rue de la République qui a été prolongée, nous avons l'espace France Service qui a été mis en place, nous avons la maison, un centre culturel Mahatma Gandhi, mythique à Petit Paris, qui est terminé, qu'on va inaugurer. Nous avons, et nous sommes en train de remettre à neuf la crèche de Rivière-des-Pères, 600 000 euros. Et nous avons, dans un projet qui me tient beaucoup à cœur, le fameux projet Sportons-nous bien dans les quartiers, nous terminons 3 structures sportives dans les quartiers qui permettra aux gens qui vivent dans le quartier, dans le cadre d'une cohésion intergénérationnelle, de faire de l'activité physique, de faire du sport. Ce sont des petits terrains de la taille d'un terrain de handball où vous pouvez faire du foot, du basket, du handball avec un revêtement. Alors vous dites que nous avons redressé, en fait nous n'avons plus beaucoup de dettes, c'est votre fierté. Qu'avez-vous sacrifié pour cela? Alors, on a eu la confiance des partenaires, notamment de l'État pour ça, et nous avons fait un gros travail. Je salue le travail qui a été fait par la direction, par les élus, de façon à ce que nous puissions émarger au dispositif Quorum. Il y a 7 villes d'outre-mer qui sont les villes pilotes qui participent à ce dispositif Quorum, contrat de redressement ultramarin. Nous avons posé notre candidature et il fallait qu'on montre que sur 4-5 ans, nous allions assainir la situation. Un exemple, des départs à la retraite que nous n'allons pas compenser si ce n'est pas indispensable, mutualiser les moyens et surtout
il faut une grosse ingénierie pour obtenir des moyens, puisque financièrement, nous savons que nous sommes limités. Les projets dont je vous parle, portons-nous bien dans les quartiers, la réfection de la rue de la République, les terrains de sport, Mahatma Gandhi, la crèche de Rivière, tout ça, ça a été financé à 90% par des partenaires. Donc, il faut faire preuve de compétences, et c'est l'équipe qui a autour de moi qui le permet, pour pouvoir monter ces projets, obtenir ces financements et ne pas juste dire à la population, on est en train d'assainir, parce que assainir la situation financière, c'est bien, mais le citoyen souhaite que son quotidien soit amélioré. Voilà. Et pour 2023, les projets, on en a quand même pas mal fait. Alors, j'allais arriver à cette question. Voilà. Les priorités. Alors, clairement, je l'ai dit à mes élus, ça va être la proximité, le cadre de vie. C'est bien d'avoir fait le centre culturel, c'est bien d'avoir fait la rue de la République, tous ces projets dont je vous ai parlé. Mais nous souhaitons que le quotidien, la proximité, le cadre de vie soit amélioré. On a encore des routes qui sont en mauvais état, des routes communales. On a encore des espaces qui sont encore des dents creuses. Tout ceci, on veut l'assainir. Et donc, notre priorité, maintenant que financièrement nous sommes mieux, nous sommes plus à l'aise, ça va être un dispositif où le cadre de vie, c'est-à-dire qu'une rue qui est en mauvais état, une fuite d'eau, même si nous dépendons aussi du syndicat mixte et la communauté d'agglo en termes de partenariat. Donc, mutualiser le partenariat avec la communauté d'agglo, la ville de Basse-Terre, d'autres partenaires, pour que le cadre de vie s'améliore et que le quotidien des Bastériens s'améliore. Quel budget devrez-vous consacrer à cela ? Alors, moi, ce que je souhaite, maintenant qu'on a pu dégager des marges financières, c'est dégager une enveloppe qui serait aux alentours de 300 400 000 euros chaque année, rien que pour ce cadre de vie quotidien, en plus de notre service technique, en plus de la communauté d'agglo, en plus des partenaires qui sont autour de nous, pour pouvoir embellir et faire en sorte que le quotidien des Bastériens soit amélioré. Et ça sera vraiment une de nos priorités, et ça sera le cas. Alors, il y a Fiona, vous l'avez précisé, qui a été un coup dur pour la ville de Basse-Terre. Est-ce qu'on peut dire, puisqu'il y a eu beaucoup de promesses, lorsqu'il y a eu Fiona, on a vu qu'il y a eu des visites à Basse-Terre, etc. Où en êtes-vous? Et est-ce que les promesses qui avaient été faites par des responsables de collectivités ou d'autres acteurs économiques, est-ce que ces promesses ont été tenues? Alors, il y a vraiment eu ce que je disais, ça fait partie pour 2022. Alors, honnêtement, est-ce que les gens ont honoré leurs promesses? Alors, tout à fait. Il y a eu une solidarité immédiate. De toute façon, quand vous avez une catastrophe, moi, j'ai aussi une formation de médecin de catastrophe, comme on dit, c'est dans 72 heures qu'il faut tout de suite agir. Ça, c'est sur le court terme, pour que les choses aillent de l'avant, que les gens, moralement, commencent à y croire. Et là, il y a eu une véritable, je dirais, solidarité des CCAS et des autres communes, de tous les partenaires. Je ne vais pas les citer parce que je risque d'en oublier, mais les collectivités majeures ont été présentes, l'État a été présent, des associations, des bénévoles, les CCAS. Donc, de suite, il a fallu pallier à l'urgence. Et l'urgence, c'était tout de suite de pouvoir permettre aux gens il y avait la partie urgence. Et cette solidarité a permis, quand vous allez dans les quartiers tels que, par exemple, le quartier de Rivière-des-Pères, quand on voit comment était Rivière-des-Pères le lendemain de cette tempête, et quelques jours après, comment les choses se sont, je dirais, améliorées, il y a vraiment cette solidarité de tout le monde, des bénévoles qui a joué. Le plus dur, ça a été de coordonner tout ça, parce que cette générosité arrivait, donc nous avions réquisitionné en accord avec la région le hall des sports de Rivière-des-Pères, où tous les dons étaient centralisés, mais pas que pour Basse-Terre, également pour le sud Basse-Terre. Nous avions des citernes, nous avions des pompes à eau, nous avions l'eau, nous avions tous ces dons qui étaient centralisés. Et je rends hommage au CCAS de Basse-Terre, mais à l'ensemble des élus, il fallait assurer une permanence pour pouvoir centraliser tous ces dons. Donc on peut dire que tous les sinistrés ont été aidés? Alors, c'était le plus dur, c'était ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte... Parce qu'il y a aussi des gens qui ont fait des dons, qui ont voulu spontanément aller faire des dons vers tel ou tel administré. On ne peut pas l'empêcher, ça. Et donc, l'idée, ça a été de faire en sorte qu'on coordonne de façon à ce qu'il y ait une certaine équité. Et c'est le travail remarquable que le CCAS de Basse-Terre a fait. Et quand on repasse sur le terrain, c'est vrai que les choses se sont nettement améliorées. Les promesses, comme vous dites, elles ont été tenues. Les collectivités ont joué le jeu. Les partenaires tels que l'État et puis la Croix-Rouge...
tous ces partenaires ont été présents. Après, il va rester des gros chantiers, mais ça, dans le cadre de l'état de catastrophe naturelle, qui d'ailleurs a été signé symboliquement à Basse-Terre, à Rivière-des-Pères, avec le ministre des Outre-mer. Il l'a signé à Basse-Terre, il a tenu à le faire. Il y aura des gros chantiers. Une partie a déjà commencé. Il y a des ponts qui ont été remis à neuf, qui ont été réparés, le pont de Rivière-des-Pères, le pont près de Calbassier. C'est important en termes de circulation. Et nous avons vécu des périodes difficiles parce que la circulation posait problème. Et il y aura maintenant à remettre aux normes, je dirais, la rivière aux herbes, l'enrochement qui a été complètement emporté. Et il faut dorénavant qu'on réfléchisse sur la manière dont on construit, parce qu'avec le réchauffement climatique, on aura encore malheureusement des Fiona à venir. Et ça, il faut qu'on anticipe. C'est le rôle du politique, gouverner, c'est prévoir. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais une dernière question concernant les impôts à Basse-Terre. Alors ça, c'est une question qui systématiquement revient au niveau de la population. À quelle sauce je serai mangé? Est-ce que les impôts vont être augmentés? Alors, c'est une de nos fiertés, c'est un des bilans, quand on parle de bilan dont on est satisfait, sans faire trop de satisfecit. Quand nous sommes arrivés, la Chambre régionale des comptes nous a dit, vu votre situation, il n'y a pas d'autre solution qui est celle d'augmenter les impôts. Clairement. Malgré le fait que vous n'allez pas remplacer des départs à la retraite, malgré les efforts que vous faites dans votre train de vie à améliorer. Et nous avons négocié avec la CRC, nous avons négocié avec le préfet en disant, nous payons déjà trop d'impôts à Basse-Terre, permettez-nous de prouver qu'on peut assainir la situation de la ville sans augmenter les impôts. Et si au bout d'un an, on n'y arrive pas, monsieur le préfet, monsieur le responsable de la CRC, eh bien, nous augmenterons les impôts. Depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons pas du tout augmenté les impôts et nous avons amélioré la situation. Et moi, ce que j'espère, c'est que demain, comme la situation continue à s'améliorer, il y aura une baisse des impôts. Une baisse des impôts, on pourra probablement le faire. Vous donnez combien de temps pour ça? Moi, on avait dit 3 ans pour assainir et 3 ans pour pouvoir travailler pour Basse-Terre. On assainit et on travaille en même temps, d'où la satisfaction un peu de l'équipe actuelle. Mais il faut continuer à aller de l'avant. Je suis résolument optimiste pour Basse-Terre. Ce qui me rend optimiste, c'est quoi? C'est que de grosses entreprises, des partenaires qui étaient tous installés sur Jarry Cap Excellence, qui regardaient de loin Basse-Terre en la considérant comme une ville un peu de fonctionnaires, actuellement nous relancent pour pouvoir investir à Basse-Terre. Et surtout, un des gros chantiers qui nous attend, c'est ce fameux parking Horizon, qui est une véritable plaie sur le plan financier. Nous sommes en train de travailler le projet qui est bien avancé, 2023 probablement, où nous allons faire de ce parking Horizon qui nous a coûté 12 millions d'euros, qui coûte à la ville de Basse-Terre près de 640 000 euros chaque année pendant 22 ans encore. Nous allons, puisqu'il est sous-utilisé, garder une partie qui sera, et on l'avait annoncé ça, qui servira pour le parking, et une autre partie qui sera une partie commerciale et qui rentabilisera davantage ce parking Horizon. D'accord. Et la question des désœuvrés à Basse-Terre, c'est aussi une priorité? C'est aussi une priorité, et c'est aussi le fait que nous soyons une ville-centre qui fait que ces désœuvrés se retrouvent sur Basse-Terre. Lorsque quelqu'un ressort de l'hôpital psychiatrique pour malheureusement une psychose après 15 jours, 3 semaines d'hospitalisation, quel que soit là où il vient, de toute la Guadeloupe, il va sortir de cet hôpital psychiatrique, il va se retrouver à Basse-Terre. Il y a une vraie réflexion à faire sur cette pathologie psychiatrique avec une répartition des structures pour permettre humainement que ces personnes en difficulté se retrouvent proches de leur famille. C'est vrai que l'hôpital psychiatrique, le CH de Montéran, il est sur Saint-Claude. Il est centralisé sur Saint-Claude, mais il faut davantage, et ça manque en Guadeloupe, ce sera un de mes combats, des structures permettant de prendre en charge ces personnes qui sont en difficulté, en essayant de faire en sorte qu'ils soient proches de leur famille. Humainement, c'est un travail que nous devons tous mettre en place. Merci André Atala d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous suivre régulièrement. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission politique. Excellente soirée à tous.